Egunon, bienvenue sur Média Basque. Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, nous accueillons aujourd'hui 5 des 7 candidats déclarés à Biarritz pour un débat. Vous pouvez suivre ce débat sur notre site internet ainsi que sur notre Radio Média Basque. On débute par les présentations. Maider Arostegui, vous avez 62 ans, vous êtes maire de Biarritz depuis 2020. Auparavant, vous travaillez dans le secteur du conseil aux entreprises. Vous menez la liste Ensemble Vivons Biarritz, une liste sans étiquette, bien que vous soyez membre du parti Les Républicains qui vous soutient officiellement. Localement, le Parti nationaliste basque, les centristes, Horizon ainsi que Nouvelle Énergie figurent également parmi vos soutiens revendiqués. Guillaume Baruc, vous êtes la tête de liste Biarritz Nouvelle Vague, une liste dite citoyenne. En 2014 puis en 2020, vous aviez déjà été candidat à Biarritz. Vous êtes dans l'opposition depuis 6 ans. Vous avez été adjoint à l'environnement entre 2014 et 2020. Vous exercez le métier de médecin généraliste et êtes âgé de 48 ans. Jean-Baptiste Dussoso-Laralde, vous avez 38 ans. Vous êtes ingénieur eau et environnement. Vous êtes le chef de file de Cap Biarritz. Vous êtes soutenu par Renaissance et vous revendiquez l'appui de militants Les Républicains, de militants du MoDem, de l'UDI, du Parti Radical, de Place Publique, du Parti Socialiste et d'Horizon, un parti dont vous avez été membre. Vous siégez parmi l'opposition depuis 6 ans. Anna Escoura, vous êtes la tête de liste de Biarritz-Berry, une liste citoyenne classée à gauche. Vous êtes notamment soutenu par le député Ehad Chebaï de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Peyo Dufaux, et la députée socialiste de la 5e circonscription, Colette Capdevielle. Vous êtes vous-même adhérente du parti Les Écologistes. Vous êtes âgée de 39 ans et êtes avocate en droit des affaires. Pour finir, Richard Tarditz, vous avez 60 ans, vous êtes un ancien joueur de football américain et de rugby reconverti chef d'entreprise. Jusqu'à février 2025, vous étiez adjoint au tourisme dans la majorité, puis vous avez rejoint les rangs de l'opposition. Vous êtes tête de liste de Biarritz d'abord, vous vous dites sans couleur politique et avez déjà été candidat en 2014 à Biarritz. Par ailleurs, je précise que nous avions également invité Serge Blanco, la tête de liste de Mon Équipe C'est Biarritz, mais que celui-ci a décliné notre invitation. Et enfin, à l'instar de certains de nos confrères, nous avons choisi de ne pas convier à ces débats les candidats dont la liste ou le parti a été classé à l'extrême droite par le Conseil d'État. C'est le cas à Biarritz avec Michel Fournier, dont la liste Biarritz Une Ville Heureuse est estampillée Rassemblement National. Avant d'entamer véritablement le débat, je vous propose de regarder une courte vidéo de présentation de la ville de Biarritz. Aujourd'hui, cap sur la ville de Biarritz, dont la maire est depuis 2020 Maider Arostegui, encarté Les Républicains. 35 conseillers municipaux sont chargés de la gestion de la commune aux 26 206 habitants, avec une hausse de 15% de la population ces 10 dernières années. Face à la pression foncière, l'envolée des prix de l'immobilier et la croissance du nombre de résidences secondaires, plus de 40%, se loger est devenu un parcours du combattant pour les Biarros. Après l'annonce du projet Aguilera qui prévoit la construction de 250 logements, dont 60% de logements sociaux sur le plateau sportif d'Aguilera, les débats se sont montrés houleux entre les opposants à la bétonisation et les défenseurs du projet. On va pouvoir vraiment rentrer dans le débat. Un petit rappel, je vais vous demander de veiller à respecter les temps de parole des uns et des autres, de ne pas se couper afin que tout le monde puisse s'entendre et puisse s'écouter. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer avec le projet qui a occupé une bonne partie de cette fin de mandat et qui occupe d'ailleurs une bonne partie de cette campagne. C'est celui de l'aménagement du plateau d'Aguilera. Pour rappel, le projet prévoit notamment la construction de 250 logements, dont 61% de logements sociaux, ainsi que la réhabilitation et la construction d'installations sportives. Maider Arostegui, c'est vous qui avez été tiré au sort pour vous exprimer en première sur ce sujet. Vous avez dévoilé une nouvelle fois le projet mercredi 11 février. Cette fois, vous avez mis l'accent essentiellement sur la partie sportive du projet, alors qu'au départ, il était beaucoup question de mettre l'accent sur les logements. Placer le logement au cœur d'Aguilera quand on est en campagne, c'est devenu trop sensible ? Alors moi, je n'ai fait simplement que mettre en application ce que j'avais promis aux Biarros et ce que l'ensemble des 7 candidats en 2020 avaient également promis, c'est-à-dire
de rénover l'ensemble des infrastructures sportives du plateau avec des ressources qui ne pouvaient être que la vente des terrains, puisque précédemment, en 2018, il avait été créé un budget annexe Aguilera dans lequel les recettes venaient de la vente des terrains et qu'à l'époque, personne n'y avait trouvé à redire. De même, en 2019, lorsque le président précédent du BOPB avait proposé ces 450 logements pour rénover les infrastructures sportives, cela avait déclenché l'enthousiasme de tous. Et une fois que je l'ai mis en application, eh bien, certains ont trouvé à redire et se sont reniés par rapport à ces engagements. Donc moi, j'ai promis de le faire, je l'ai réalisé. Et bien évidemment, Aguilera, c'est d'abord du sport, ça doit rester du sport. Mais la vente de ces terrains permettant la construction de logements était le seul moyen à court terme en tout cas, de financer la rénovation de ces infrastructures, et ce ne sera de toute façon pas suffisant. Et je remarque que malheureusement, la question du logement à Biarritz ne s'est pas améliorée de façon à ce qu'on puisse dire on n'a plus besoin de 250 logements. Ils ne seront bien évidemment pas la réponse complète à la problématique du logement, mais c'est quand même un souffle d'oxygène. Je reçois des biarros toutes les semaines de toutes les classes d'âge. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus loger nos classes moyennes, nos seniors. Nous avons beaucoup de familles monoparentales. Donc produire du logement, loger les biarros est une ardente obligation et c'est ce que je me suis appliquée à faire depuis le début du mandat. On va rester sur Aguilera, le logement, de toute façon on y viendra évidemment. Richard Tarditz, vous, sur Aguilera, vous, c'est assez clair, vous avez toujours dit, vous dites, l'idée c'est de préserver la vocation sportive du plateau. On ne parle pas de logement sur Aguilera. Exactement, c'est surtout la préserver et surtout de l'améliorer. À Biarritz aujourd'hui, nous avons besoin bien sûr de logement, mais nous avons aussi besoin d'emplois pérennes, d'emplois à l'année. Notre économie aujourd'hui se base sur une économie touristique qui dure 5 mois, disons 4 mois et demi de l'année. Il est important aujourd'hui de trouver une solution pour créer des emplois, pour faire venir des gens à Biarritz s'installer pour travailler. Et aujourd'hui, il me semble que l'économie du sport devient une économie réelle. Et aujourd'hui, on peut se focaliser sur développer cette économie sur notre site d'Aguilera. Nous sommes allés voir l'INSEP, qui est la destination pure d'excellence de sport en France, pour voir un peu leur organisation. Le système est simple, des équipements de qualité, des logements de qualité, du réceptif bien sûr pour faire manger leurs athlètes, un appui médical, des classes pour pouvoir garder ces athlètes-là. Et quand nous avons parlé avec le directeur de l'INSEP, il a été le premier à nous dire, mais pourquoi ne pas dédier votre site à des sports que nous ne pouvons pas recevoir à Paris, puisque nous n'avons plus de place, et des sports qui ont vraiment une identité de chez vous. Par exemple, le rugby, qui a le mérite d'exister, le tennis et le paddle avec le projet qu'a M. Barrier, président du club de tennis, sur le site. La pelote basque, nous avons quand même 3 camps de chasse sur le site, un réel, un mur à gauche, un trinquet. Le surf, qui est quand même une économie locale. On se vante toujours d'être la destination. C'est là que le surf a commencé en France et nous sommes une ville de surf. Malheureusement, le pôle de surf est à Gaboton, le pôle régional est à Bordeaux. Et donc pourquoi pas centraliser l'excellence du sport et bien sûr le sport et santé qui est l'avenir du sport. Donc nous avons décidé de se focaliser sur ces 5 sports, mettre des équipements de qualité qui permettent donc d'aller chercher des athlètes, mais aussi d'aller chercher des entreprises, d'aller chercher des fédérations, d'aller chercher des équipes nationales qui viendraient profiter de nos équipements, qui paieraient bien sûr pour venir le faire, pour s'entraîner, pour s'améliorer, et ce tout au long de l'année. Merci. Jean-Baptiste Dussault-Laral, vous êtes relativement d'accord, je pense, avec ce que propose Richard Tarditz, dans le sens où votre créneau aussi, c'est on ne touche pas aux sportifs sur Aguilera. Je suis surtout opposé au projet qui est en cours, qui est le projet de destruction du patrimoine des biarros, qui est le projet qui est porté actuellement par la majorité en place, avec la création de ces 250 logements, qui ne va pas nous permettre de pérenniser les activités sportives, et même pire, on a assisté à un réel passage en force. Les biarros ont été consultés lors de 2 consultations publiques où ils se sont majoritairement opposés à ce projet. Et malheureusement, ce projet est en train de dérouler. Donc c'est pour ça que j'ai attaqué le projet au tribunal administratif pour le stopper. Je veux le stopper, pourquoi ? Parce que je pense que le plateau sportif doit rester sportif. Et il est important de préciser qu'aujourd'hui, on a du parking. Ce parking est utilisé les soirs de match par les pratiquants d'activités sportives, les associations, mais aussi par le personnel soignant de la clinique et les visiteurs de la clinique. On a une offre de santé à Biarritz, il faut la protéger. Et la protéger, ça veut dire la rendre accessible. Et c'est ça le service public. Et donc moi, je ne vais pas me lancer dans un projet à dire qu'on va aller faire des infrastructures dans tous les sens. On va faire des choses simples.
Les choses simples, c'est une piste d'athlétisme qui est aux normes, des infrastructures pour les associations et surtout, parce qu'on n'entend pas parler, plus parler en tout cas, c'est donner un modèle économique pérenne au BO. Aujourd'hui, si on veut arrêter de donner 1 million ou 1,4 million, comme l'an passé, à une structure privée, et qu'on veut diminuer le soutien de la ville au club, il faut lui donner un modèle économique. Ce modèle économique, il passe par des infrastructures. Et c'est pour ça que sur le projet Aguilera, notre projet Aguilera, sera de proposer la construction d'une tribune à l'ouest du stade, une tribune dite à l'anglaise, verticale, non pas pour augmenter les capacités d'accueil du stade, mais tout simplement pour y avoir du réceptif qui fait partie du modèle économique, accueillir des entreprises et un restaurant au dernier étage qui sera ouvert évidemment toute l'année. Et cette tribune à l'ouest, elle n'est pas placée par hasard, elle est placée là parce qu'elle permet de protéger notamment des vents d'ouest et de pouvoir aller faire des concerts durant l'intersaison, durant l'été, et là encore une fois, permettre de pérenniser le club. Parce que c'est une mairie forte qui fera que le BO est fort. Merci. On va passer à Guillaume Baruc, savoir un peu vous ce que vous proposez pour Aguilera. Vous dites d'ailleurs que c'est l'une des raisons qui a motivé votre candidature. Ah, tout à fait, parce qu'on est parti d'un mandat avec très peu de vagues finalement. Et on ne sait pas pourquoi, un tsunami s'est levé, le tsunami Aguilera s'est levé dans les 6 derniers mois. On ne l'a pas vu venir. Et quelque part, ça nous a remis en selle, nous opposants, parce qu'on s'est retrouvé face à vraiment un dossier clivant, comme il y en a eu d'autres par le passé à Biarritz, parce que là, on touche à un sanctuaire de Biarritz, un sanctuaire sportif. Et Biarritz, qui est déjà une des villes les plus urbanisées du Pays Basque, doit garder des terrains à vocation sportive, environnementale, sanitaire. Mais comme on sait que l'immobilier est ce qu'il y a de plus rentable à Biarritz toujours, on a eu cette fâcheuse tendance dans l'histoire de Biarritz à démolir des installations mythiques ou empiéter dessus pour faire du logement. J'ai pris l'exemple pour commencer cette campagne des Thermes Salins, qui était un magnifique monument à visée sanitaire qui a été remplacé en 68 de la même façon par des logements. Donc Maider Aostegui en fait nous propose d'empiéter sur ce plateau sportif, mais Maider Aostegui n'assume pas totalement parce que hier j'ai pu avoir des échos de votre premier meeting de campagne où vous nous présentez un projet Aguilera avec que du sportif et on ne voit pas les logements apparaître, on ne voit pas les places de parking apparaître et pour aménager Aguilera, il faut que toutes ces composantes soient prises en compte. Donc moi je suis arrivé à la conviction que le logement n'a pas sa place à Aguilera. Donc on va proposer un projet sportif exclusif. Aux installations terrestres qu'on va rénover, on va ajouter des installations aquatiques, dont le bassin nordique, donc piscine ouverte pour les biarros et les associations en priorité. Mais il faut que tout ce beau monde puisse stationner, donc il faut de la place. Et donc c'est pour ça qu'au dernier conseil municipal, j'ai interpellé Maider Aostegui en lui disant « on ne peut pas tout faire à cet endroit ». Ou alors il faudra mettre des plongeoires sur les balcons des immeubles. Donc il faut qu'on arrive à poser ça, ce serait intéressant pendant les débats qu'on va avoir, de poser sur le plateau Aguilera ce qu'on peut faire et pas faire, pour ne pas faire des promesses vaines en fait aux biarros. Donc désolé, il faut ouais, qu'on s'arrête, on va quand même écouter Anna Escoura aussi, voir ce qu'elle a à proposer pour ce projet. Vous aussi, vous êtes finalement sur la même longueur d'onde, à savoir que ce plateau doit préserver sa vocation sportive. Alors, tout à fait. Le constat, quand même, il est clair. À Biarritz, nous avons plus de 14 000 licenciés sportifs, plus de 60 associations sportives, et nous devons, quand on est une ville comme Biarritz, d'offrir des infrastructures sportives et une plaine sportive digne de ce nom. Donc, nous portons un projet de sanctuarisation du plateau sportif à Aguilera. Je trouve qu'on oppose aujourd'hui beaucoup trop dans le débat le thème du logement et le thème de la vocation sportive du plateau Aguilera. Et notre message, c'est de dire la piste d'athlétisme telle qu'elle est aujourd'hui ne sera pas mise à destination de la production de logements. Ce qui ne veut pas dire que nous ne parviendrons pas à construire du logement à Aguilera, qui est en réalité un quartier beaucoup plus large que ce que l'on a en tête quand on visualise le sport Aguilera. Ça, on va y venir encore une fois, voilà, effectivement, sur la partie logement. Sur la partie Aguilera, ce que nous souhaitons, nous, c'est garantir la vocation sportive,
de rénover les infrastructures sportives qui sont aujourd'hui pas dignes d'une ville comme Biarritz, très clairement. Et nous devons d'offrir à nos sportifs amateurs, mais également à nos jeunes le week-end qui peuvent aller aussi prendre l'air, y séjourner, et également à nos sportifs de haut niveau, nos athlètes de haut niveau, des infrastructures dignes de ce nom. Donc nous sommes en train de travailler, et il est quasiment finalisé, sur un projet qui s'appelle Aguilera Berry. Nous allons le présenter au Biarro. Et dès notre élection, et nous l'avons mis dans nos 100 premiers jours, nous convoquerons une grande concertation citoyenne au cours de laquelle nous présenterons ce projet alternatif Aguilera Berry et nous demanderons au Biarro de nous donner en fait leur feuille de route, c'est-à-dire de se positionner sur est-ce que vous souhaitez finalement le projet que Mme Arostegui vous avait présenté ou est-ce que vous souhaitez un projet alternatif que nous portons ici chez Biarritz Berry et qui s'appelle Aguilera Berry, sanctuarisation du plateau sportif, utilisation de zones que nous avons d'ores et déjà identifiées et qui peuvent recevoir du logement. Donc je pense notamment derrière le Rayalaï jusqu'à l'USB. Il y a des gisements fonciers qui sont déjà artificialisés et qui pourront accueillir du logement. On va y venir vraiment, ça je vous promets, sur la séquence logement. Juste, Madame Arostegui, vous avez 20-30 secondes si vous vouliez répondre à cette fin de séquence, on va dire, sur Aguilera, où vous apparaissez un peu en minorité, même complètement, avec votre projet. Alors c'est extrêmement étonnant parce que le projet Aguilera a été concerté avec les Biarros. Il y a eu 3 grandes réunions publiques, il y a eu des balades urbaines. Donc ce projet, il a été présenté, il a été amendé, puisqu'au départ nous proposions la suppression du terrain Coubertin et les Biarros nous ont dit non. Donc nous avons écouté les Biarros. Moi j'entends des projets merveilleux. D'ailleurs, je propose également le bassin nordique. Nous proposons le projet du BO Omnisport, celui des associations. Je me dis, mais comment va-t-on financer tout ça ? Je vois des promesses qui sont assez intéressantes et qui rejoignent certaines de mes propositions. Mais comment finance-t-on un aménagement qui va coûter entre 40 et 50 millions d'euros ? Et je note que vous prenez l'argent, monsieur Dussosois-Laralde, des Biarros pour le donner à un club sportif professionnel pour qu'il ait un modèle économique. Moi, je pense que l'argent des Biarros n'a pas vocation à aller dans un club sportif professionnel, mais plutôt à destination des associations, des jeunes. C'est ce que nous demandent les Biarros en tout cas. Très bien. On va arriver sur la thématique du logement. Vous aurez l'occasion peut-être de réagir à ce qui vient d'être dit, parce que ça va être relativement proche. Biarritz manque de logement, ça c'est un lieu commun de le dire, notamment de logements sociaux. Pour mémoire, la loi SRU impose 25% de logements sociaux. Biarritz est en moyenne à environ 11%, ce qui entraîne des pénalités pour la ville. Jean-Baptiste Dussosois-Laralde, dans votre programme, vous écrivez « Loger ne veut pas dire construire ». Comment comptez-vous faire ? Alors, aujourd'hui, dire que Biarritz manque de logement, c'est faux. Parce qu'on a 25 000 habitants pour 25 000 logements. C'est un problème qu'on a aujourd'hui qui est de l'usage du bâtiment. Quand on entend de la construction sur Aguilera, je me dis, on détruit la plaine sportive, on met du logement, et après quoi ? On va mettre du logement au lac Morisco, au Palais, à la Grande Plage. C'est une première étape vers quelque chose de bien pire. Alors il faut aller récupérer du logement. Le récupérer, ça veut dire utiliser la pénalité SRU, les 2,5 millions d'euros par an, pour aller préempter, c'est-à-dire racheter des biens, améliorer le patrimoine de la ville, pour les remettre en location à l'année, aux conditions du social. Et là, la mairie a parfaitement la main pour donner ces logements aux travailleurs, aux Biarros, à ceux qui ont leurs enfants à l'école à Biarritz, aux commerçants. Donc ça, c'est la première solution, c'est préempter les biens existants. La deuxième, c'est évidemment aller récupérer les logements vacants, aller discuter avec ces indivisions pour aller récupérer ces logements vacants. Et le troisième point, c'est l'accompagnement des propriétaires. Aujourd'hui, avec le règlement contre la location saisonnière, on a abandonné les propriétaires, on leur a demandé d'arrêter de louer en Airbnb. Très bien, il fallait le faire, mais on les a laissés en plein milieu du chemin. On leur a donné aucune proposition d'action pour leur permettre de louer à l'année. Et nous allons les accompagner parce que quand on discute avec eux, leur première problématique, c'est la garantie loyer impayé, la remise en état et la fiscalité. Et sur ces 3 points, nous avons des propositions pour les inciter à louer à l'année. Donc finalement, loger ne veut pas dire construire et l'ensemble des solutions est assez large. Et voilà celle que nous allons mettre en place sans aller imperméabiliser encore plus et densifier encore plus notre ville. Ça nous amène à ce que vous dites, vous, monsieur Guillaume Baruc, parce que vous dites redouter une nouvelle vague de béton à Biarritz. Tout à fait. Vous partagez du coup un peu cette idée que loger ne veut pas dire construire ? Je partage totalement le discours de Jean-Baptiste Dussosois sur ce point-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma campagne en faisant une remise en contexte historique. C'est-à-dire que Biarritz s'est urbanisé de manière douce jusque dans les années 68-70. Ça a correspondu d'ailleurs à la destruction des thermes salins.
Entre les années 70 et 1990, on a assisté à une première vague de béton à Biarritz, où on détruisait des belles maisons pour faire des cubes d'immeubles. Là, pendant 30 ans, 2 maires ont su protéger la ville, Didier Borotra, Michel Venac, ont su protéger via la ZPPAUP et via la VAP notre architecture et notre identité biarrote. Nous redoutons qu'une nouvelle vague de béton puisse survenir si on commence à empiéter sur des zones qu'on ne devrait pas construire. Donc le discours qui est radical quand même qu'on tient, c'est qu'on va résoudre les problématiques de logement sans construire de nouveaux quartiers. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de logement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de la rénovation urbaine. Mais aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas construire un nouveau quartier sans avoir au moins un moratoire sur l'assainissement et la circulation. Aujourd'hui, Biarritz, c'est une ville, et d'ailleurs tout le BAB, je vais vous dire, Biarritz, c'est une ville qui pousse trop vite sans résoudre d'abord ces problématiques d'infrastructure. Donc il y a des choses à faire, on va poser des diagnostics, on va voir d'abord l'effet produit à Biarritz de la mesure de compensation, du plafonnement des loyers, qui pour l'instant n'ont pas donné les effets escomptés, c'est-à-dire de la remise sur le marché du locatif à l'année, mais il y a des choses peut-être à ajuster. Moi je ne suis pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain comme vous le proposez, Madame Arostegui, de dire voilà ça n'a pas marché. Non, si ça ne fonctionne pas aussi bien, c'est qu'il y a peut-être des ajustements à faire sur les baux mobilité ou étudiants par exemple. Voilà. Donc nous on pose les diagnostics, on va trouver des solutions et on va inciter les résidences secondaires à louer à l'année. Anaïs Koura, vous annoncez vouloir construire 1000 logements en 6 ans. Où ça ? Alors, nous, on a vraiment identifié le logement comme étant la priorité du mandat. Ça sera la priorité budgétaire du coup du mandat. Et dès du coup les 100 premiers jours, nous lancerons un grand plan urgence logement avec une cellule dédiée. J'ai commencé à le dire tout à l'heure, nous avons d'ores et déjà identifié une trentaine de gisements fonciers, donc que ce soit des biens immobiliers ou des terrains, qui sont aujourd'hui portés pour le compte de la mairie de Biarritz ou de la communauté d'agglomération Pays Basque par l'établissement public foncier local. Ça représente à peu près 20 millions d'euros. Dans ces biens immobiliers-là ou ces gisements fonciers, nous allons pouvoir produire, non pas construire forcément, produire du logement. Et du logement 100% accessible. Ça veut dire quoi ? Très concrètement, ça veut dire qu'il y a des habitations, des maisons qui ont été acquises et dans lesquelles on va pouvoir faire ce que l'on appelle de la densification douce. C'est-à-dire produire des petits collectifs dans des maisons existantes. Il y a notamment Habitat Humanisme qui est en train de produire 3 à 5 logements, je crois, près du lac Marion, ce qui permet du coup de produire du logement rapidement, du logement accessible aux Biarros, dans un quartier du coup où ça permet aussi de la mixité sociale, et c'est vraiment l'axe prioritaire que nous donnerons pour la production de logements. Donc nous, très clairement, c'est notre priorité, ça sera de loger les Biarros, 100% accessible, et nous étendrons également la servitude de résidence principale à l'ensemble de la ville, parce qu'aujourd'hui, la ville est coupée en deux. Toute la partie front de mer, on peut continuer à construire des résidences secondaires, des villas de luxe, et en rétro-littoral, nous avons du coup une servitude de résidence principale où là, effectivement, nous, on ne peut produire que du logement habitable à l'année. Nous, ce que nous souhaitons, c'est étendre cette servitude de résidence principale à l'ensemble de la commune dès notre élection. Il faut avoir, je crois, une vraie volonté politique là-dessus et c'est ça que nous portons chez Biarritz-Berry. Merci. Maïla Arostegui, c'est à vous sur la question du logement. Vous êtes aux affaires depuis 6 ans. Quelle piste comptez lancer pour résoudre cette problématique d'avoir du logement à prix abordable, parce que c'est de ça qu'on parle en fait. Alors il y a des réalités qui s'imposent à Biarritz, c'est le prix du foncier. Le prix du foncier, c'est le résultat de l'offre et de la demande. Nous avons effectivement, comme ça a été dit, à peu près 10 millions d'euros de foncier qui a été préempté par la ville et qui pèse sur sa dette par le PFL, et le reste, les 10 autres millions portés par la communauté d'agglomération Pays Basque. Donc c'est de la réserve foncière qui va nous permettre de créer du logement. En tant que vice-présidente à l'assainissement à l'agglo, mon objectif principal est de respecter la loi, c'est-à-dire le coefficient d'imperméabilisation. Donc nous ne construisons que sur des choses qui sont déjà imperméables. Et donc il faut bien évidemment densifier, c'est ce que nous demande l'État de toute façon. Donc nous sommes déjà en train de travailler sur les logements vacants avec la communauté d'agglomération. Et ce que propose M. Dussault-Laral avec 2,5 millions d'euros de la pénalité SRU ne permettrait de loger que 8 à 9 familles par an au prix du marché, puisqu'on ne peut pas de toute façon se soustraire au prix du marché. Donc résoudre la problématique du logement, en tout cas y apporter une réponse ambitieuse, c'est ce que nous faisons. Il faut construire sur des endroits qui sont déjà imperméable, ce qui est le cas à Aguilera. Le fameux parking dont tout le monde pense que c'est la 8e merveille du monde n'est qu'une zone imperméable.
Et aujourd'hui, ce que nous voulons et ce que nous allons faire, c'est désimperméabiliser 1,8 hectare à Aguilera. Donc la construction de logements 61% social, avec notamment une possibilité d'achat à moins de 4 000 € le mètre carré, garage compris, pour des biarros via le BRS, va être une véritable opportunité. Et nous désimperméabilisons. Donc nous allons agir sur la construction, sur des emplacements préemptés et déjà imperméables. Nous sommes déjà en train de travailler sur les logements vacants. Et ensuite, nous travaillons sur des formes d'habitat nouveaux, comme la colocation, comme également les résidences intergénérationnelles ou les résidences seniors. Il y en a 2 qui sont en cours de préparation. Et bien évidemment, comme l'a rappelé Richard Tarditz, nous avons besoin de loger les acteurs économiques, ceux déjà en place et les nouveaux. Il nous faut des résidences pour les saisonniers. C'est ce que nous avions commencé à faire avec la transformation de l'auberge de jeunesse en logement pour les saisonniers et pour les étudiants. Et c'est ce que nous allons continuer à faire à Aguilera avec le projet au niveau du centre de formation qui comprendra une partie de logement qui pourra aussi héberger les nouvelles formes de tourisme que nous proposons, dont le tourisme sportif, dont le tourisme santé. Quant aux mesures qui sont, juste je termine, quant aux mesures qui sont proposées, elles passent aussi par le national. Je n'ai eu de cesse depuis 5 ans d'aller voir les parlementaires pour leur proposer de régler les difficultés qu'ont les propriétaires à mettre en location à l'année, les impayés et le thème de la fiscalité qui ne peut pas se résoudre à l'échelle d'une ville, qui ne peut se résoudre qu'à l'échelle des parlementaires. Très bien. Richard Tarditz, on ne vous a pas entendu sur cette question du logement que vous avez d'ailleurs placé en première position de vos priorités, vous mettez sur votre site internet. Exactement. Le logement, déjà, il ne faut pas confondre vouloir loger les biarros et le logement social. Malheureusement, c'est 2 choses complètement antinomiques. Pour la bonne et simple raison que le logement social est soumis à la loi SRU, une loi nationale, qui ne nous permet pas de gérer la totalité de ce logement-là. Nous sommes obligés de partager à 30% avec l'État, à 30% avec la région, et nous pourrions gérer 30% de ces logements si nous étions en adéquation à la loi SRU. Nous ne le sommes pas et nous ne le serons jamais. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de possibilités. Nous ne pouvons plus construire à Biarritz. Nous sommes la ville la plus dense de la côte basque, une des villes les plus denses de tout le littoral français et de la France. Donc aujourd'hui, vouloir loger les biarros en faisant du logement social, c'est impossible. La deuxième chose, c'est que cette loi SRU, aujourd'hui, nous embête. Il faudra toujours la payer, puisque malheureusement, nous n'aurons jamais les 25% requis. Il est important, je pense, le lendemain de l'élection, de créer un collectif de maires, sachant quand même que la majorité des communes françaises ne sont pas en adéquation à la loi SRU. Toutes les villes de montagne, stations de ski, villes du littoral ne peuvent pas le faire, souvent parce que malheureusement, ils n'ont pas le foncier adéquat pour pouvoir le faire. Donc c'est créer un collectif de maires, l'union fait la force. Comme disait Mme Arostegui, aller voir les parlementaires, s'attacher des services de notre sénateur, M. Brisson, qui est un biarro, qui s'est présenté à la ville de Biarritz, et essayer d'aller convaincre le Parlement que cette loi SRU soit adaptée, pas seulement au niveau des communes, mais au niveau des communautés d'agglomération. C'est ce qu'avait proposé M. Macron quand il a été élu, quand on a fait ces grandes communautés d'agglomération en France. Malheureusement, ça n'a jamais été respecté. Donc la deuxième chose, de loger les biarros, le seul moyen de loger les biarros, c'est de rester maître de notre patrimoine foncier. Il faut, comme l'a dit M. Dussopt-Laralde, pouvoir préempter sur des biens qui sont en vente. Bien sûr, on ne va pas les préempter des maisons ou des appartements qui se vendent à 20 000 € le mètre carré, mais il y a d'autres logements à Biarritz qui se vendent à des prix beaucoup plus abordables. Les préempter, les rajouter à notre patrimoine foncier et pouvoir demain décider qui c'est qui vient les acheter ou les louer. Mais s'ils veulent les acheter, ils n'auront qu'un bail emphytéotique. Ils ne seront jamais maîtres du foncier. La ville restera maître de ce foncier. Et 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, quand ces gens-là voudront vendre, ils seront soumis au pouvoir du propriétaire de la ville sur le prix de vente de ce foncier. Et donc, nous pourrons les réutiliser en logements sociaux si nécessaire. Très bien. Merci pour ce volet logement. On va passer à celui concernant les mobilités, parce que qui dit nouveau logement dit nouveau déplacement, et donc ça concerne évidemment les mobilités. Anaïs Koura, l'une des 5 grandes thématiques que vous mettez en avant sur votre site internet concerne justement les mobilités. Qu'est-ce que vous proposez en priorité ? Alors, qui dit mobilité dit effectivement logement, donc vous l'avez très bien dit, les 2 sujets sont liés. Aujourd'hui, 70% des biarros utilisent leur voiture pour se rendre à leur travail. Parce qu'en réalité, il faut relocaliser, du coup, il faut les loger, il faut relocaliser aussi l'économie pour pouvoir offrir suffisamment d'emplois à Biarritz. Donc sur les mobilités, nous avons la volonté déjà de peser massivement
au sein du syndicat des mobilités et de l'agglomération Pays Basque sur ce sujet-là qui est prioritaire. Nous souhaitons notamment du coup pouvoir rendre accessibles tous les quartiers, les rendre du coup accessibles au centre-ville par des transports en commun et des mobilités douces. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que nous souhaitons pousser le prolongement de la ligne 1 du trambus vers la gare et vers Issarbel. Ça veut dire qu'on ne doit pas, quand on est biarro, se trouver à plus de 200 mètres d'un arrêt de bus pour se rendre où l'on veut dans la ville et au centre-ville. Ça veut dire que l'on devrait pouvoir, et je fais un petit lien avec la carte très très bien faite de Chirindola sur ce sujet-là, on devrait pouvoir se rendre de la gare de Biarritz jusqu'au centre-ville en vélo, de manière tout à fait sécurisée. Aujourd'hui, les pistes cyclables à Biarritz sont absolument pas acceptables. En tout cas, on ne peut pas circuler de manière sécurisée dans Biarritz. Et nous souhaitons du coup porter la création de plus de 15 km du coup, de pistes cyclables dans Biarritz au cours du prochain mandat. Nous souhaitons aussi mettre la piétonisation au cœur de notre action du coup, au niveau des mobilités, puisque dans on va dire une hiérarchisation, dans un plan de sécurité, nous devons d'abord sécuriser les piétons, puis les vélos et enfin les voitures. Le but est d'avoir une vraie harmonie au niveau des mobilités, de permettre aux résidents de pouvoir se garer avec des places qui leur seront réservées, notamment je pense au centre-ville où c'est devenu impossible de se garer, avec des vraies places réservées sur le modèle notamment de ce qui existe à Saint-Sébastien. Pardon, je vais donner la parole à Maïdara Rostegui justement parce que on est pris par les temps de parole, je suis désolé. Qu'est-ce que vous répondez à Anaïs Koura, notamment sur la promesse de pistes cyclables? Et j'avais aussi une question, c'est en lien avec ce projet de pôle multimodal à la gare. Vous l'aviez annoncé en juin dernier. Les débuts des travaux étaient annoncés pour le début de cette année 2026. Où en est-on? Alors ce pôle multimodal dont tout le monde parlait depuis très très longtemps arrive enfin. Les travaux ont été légèrement décalés parce que les crédits européens menaçaient de se raréfier. Finalement, la nouvelle est tombée et elle est bonne. Donc les travaux vont finalement commencer au mois de mars. Je rejoins un certain nombre de propos sur la nécessité de muscler les transports en commun. Il y a eu le renouvellement du contrat au syndicat des mobilités avec la RATP. On en parlera à l'avenir. Il manque plus de 20 millions d'euros. Travailler à l'échelle de l'agglomération, c'est-à-dire des 158 communes, est extrêmement complexe et coûteux. Moi, je pense que la communauté d'agglomération demain aura vocation à renforcer ses compétences cœur. Elle a pris les 21 compétences. C'est un débat que j'ai déjà eu avec le président. Je pense que demain, pour avoir un réseau de transport en commun qui effectivement dessert la gare, dessert l'aéroport et dessert l'ensemble des quartiers, il nous faut un syndicat qui soit mieux financé par la communauté d'agglomération. Donc ça passe par un resserrement des compétences. Pour les pistes cyclables, je rappelle que le coût est d'1 demi-million d'euros pour 1 kilomètre. Donc j'ai fait un rapide calcul, donc c'est 8 millions d'euros que vous allez mettre sur les pistes cyclables. Nous avons fait beaucoup pour les pistes cyclables, c'est un chiffre qui est extrêmement élevé, donc il faut pouvoir phaser là aussi avec la capacité d'investissement de la ville qui n'est que de 15 millions d'euros, je le répète, chaque année, et les subventions sont de plus en plus rares, donc il faut en faire petit à petit sur plusieurs mandats. La piétonisation, nous avons été les premiers à la mettre en place au centre-ville. Elle est réalisée en période estivale, elle aura vocation à être petit à petit généralisée. Il faut habituer les biarros, et en particulier ceux qui sont dans les quartiers périphériques et qui ont un regard sur la piétonisation qui est parfois un peu moins enthousiaste que ceux qui y habitent. Il faut permettre aussi aux biarros de la périphérie de venir même en voiture. Et c'est compliqué parce que la loi ne nous permet pas de réserver du stationnement, comme c'est le cas à Saint-Sébastien. J'ai eu l'occasion de parler avec le maire de Saint-Sébastien. Vous ne pouvez pas réserver des places, vous ne pouvez pas réserver des places pour les fonctionnaires, vous ne pouvez pas réserver des places pour les infirmières. Malheureusement, c'est la loi française. Nous l'avons étudiée et cette mesure-là n'est pas possible. C'est possible dans certains quartiers. Il faut délimiter des zonages où on peut effectivement réserver des zones pour les résidents. Richard Tarditz. Pas l'année. Vous, sur les mobilités, par exemple, ce pôle d'échange multimodal, vous y êtes favorable? Alors bien sûr qu'on est favorable, c'est de la rénovation. Notre gare à Biarritz date, je ne sais pas, du roi Zézé, donc il est pas... Il est combien? 1864. Donc c'est bien ça, le roi Zézé. Et donc il est important aujourd'hui de rénover les infrastructures. Par contre, par rapport à la mobilité, on a travaillé, le mandat de Mme Rostegui, sur une piétonisation et un centre de circulation qui, à mon avis, sont un succès. Par contre, il faut limiter le nombre de véhicules dans la ville.
Nous avons fait un très bon travail sur Irati, avec une navette qui vous permet en 7 minutes d'accéder au centre-ville. Il faut faire la même chose en venant du nord, c'est-à-dire d'Aguilera. Dans le projet d'Aguilera, il y a un parking souterrain qui était prévu dans le projet Amambara-Ostagui, donc je pense tous nos projets, qui sera un parking de délestement et qui permettra aux gens de pouvoir se garer à Aguilera, prendre le trambus pour arriver au centre-ville de Biarritz. Le problème des navettes, c'est que c'est un problème qui est le nôtre, mais qui dépend bien sûr de la compétence de l'agglomération, qui ne nous permet pas d'avoir accès à plus de navettes pour des circuits tels que centre-ville, aéroport-gare. Moi, ça me fend le cœur chaque fois que je vois des gens avec leurs valises qui remontent l'avenue Kennedy et en tirant la valise parce qu'il n'y avait pas de bus ou de taxi à disposition. Donc je pense qu'il est important pour la ville de mettre en place son propre service de navette et la faire payer à l'EPCI. Aujourd'hui, il y a une relation avec la communauté d'agglomération qui est très compliquée, où malheureusement, le fait que nous devons mendier chaque année pour avoir quelques logements, puisque c'est eux qui décident de notre allocation de logements sociaux, il faut aller mendier pour avoir quelques logements, on n'a pas le pouvoir d'aller négocier autre chose. Par contre, dans ces cas-là, c'est un besoin impératif pour Biarritz d'avoir des moyens de communication au sein de la ville pour les Biarros. Il faut donc les mettre en place et les facturer à l'agglomération. Monsieur Baruc, c'est à vous sur les mobilités. Vous, quel projet vous avez? Quel regard aussi vous portez sur ce qui a pu être déjà réalisé? Alors, on ne peut pas parler de mobilité sans avoir un plan. Et alors, le plan que nous avions beaucoup réfléchi, notamment pour permettre une piétonisation du centre-ville, ce plan n'a pas été suivi pour l'instant. Et donc, on a pu le réfléchir encore plus. Et moi, je vais baser ce plan mobilité déjà sur des acteurs dont on parle très peu, et pourtant qui concernent tous les arrivants de la ville. Ce sont les taxis, nos taxis Biarros. Je n'ai pas dit les VTC, j'ai dit les taxis, avec lesquels on devrait travailler main dans la main, ce qui n'a pas été fait ces dernières années malheureusement, parce que quand vous avez un service de taxi suffisant, cohérent, ben vous avez moins besoin d'arriver avec une voiture à Biarritz. Déjà, première chose. Et le taxi, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne coûte pas forcément cher. Voilà. Ensuite, il faut se dire qu'on n'a peut-être pas fait tous les bons choix au niveau de l'agglo. Moi, c'est vrai que je regrette qu'on n'ait pas remis un vrai tramway plutôt qu'un trambus qui ne nous dessert pas aussi bien que ça à l'heure actuelle. Il nous a bien servi à Biarritz juste pendant le G7 où on avait fait un trajet parfait en fait entre l'aéroport, la gare, le centre-ville. Voilà, donc pour l'instant, nous, le service n'est pas maximum et donc il faut l'améliorer, comme dit Anna Escoura. Les pistes cyclables, il nous faut des vraies pistes cyclables. C'est-à-dire que là, on a trop de coups de peinture sur la route ou sur des trottoirs. Ce ne sont pas des pistes cyclables sécurisées. Donc il faut revenir là-dessus. Et pour la piétonisation, il faut d'abord créer des parkings. Donc en créer à Aguilera, en créer dans la zone Kennedy, en créer dans la zone Milady. On ne peut pas se satisfaire du parking relais d'Irati qui est trop loin. Et une fois que les gens peuvent poser leur voiture, ils peuvent arriver dans une vraie zone piétonne au centre-ville de Biarritz pendant les vacances d'été, pendant les grands week-ends. Mais moi, je suis pour une piétonisation modulaire, c'est-à-dire que quand il n'y a plus personne en hiver à Biarritz, ça ne sert à rien, par exemple, de bloquer l'accès au Rocher de la Vierge, comme on le fait depuis quelques mois. Jean-Baptiste Dussault-Solaral, vous avez peu de temps sur ce sujet, je suis désolé. Vous proposez 2 nouveaux parkings relais. Moi, je propose surtout de répondre aux besoins des Biarros. Les besoins des Biarros, c'est de les réconcilier avec le centre-ville. Aujourd'hui, ils se sentent exclus, ils ne vont plus au centre-ville. Il faut avoir un plan sur du long terme. Le plan sur du long terme, c'est mettre les nouvelles générations, les jeunes, à l'usage du transport en commun. Et nous avons proposé la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans, parce que c'est l'avenir qu'il faut préparer dès maintenant. Ensuite, pour répondre à l'accès au centre-ville de la plupart des Biarros, et notamment les personnes âgées, mais pas que, et les commerçants et les personnes qui y travaillent, eh bien c'est récupérer, reprendre la main sur les parkings souterrains, parce que Maïdera-Arostegui a commis une erreur dramatique durant le mandat, puisqu'elle a refait un contrat d'exploitation avec Indigo des parkings souterrains, alors que nous avons 2200 places en souterrain à Biarritz. Et évidemment, les tarifs ont augmenté, les tarifs des abonnements ont augmenté, et évidemment, les Biarros délaissent le centre-ville en voiture. Moi, je veux que les Biarros puissent revenir au centre-ville dans ces parkings qui existent. Je n'ai pas l'intention de les reboucher. Et une fois qu'on les mettra directement, que les voitures seront directement dans les parkings souterrains, là, on pourra réfléchir à l'accessibilité du centre-ville, à sa piétonisation, à l'usage des navettes, et effectivement, une accessibilité piétonne et en vélo. Mais il faut reprendre la main sur la politique de tarification. Et j'invite Maïdera-Arostegui à regarder ce qui se fait peut-être pas tant au sud, mais plutôt au nord, à Bayonne, puisqu'à Bayonne, pour votre information, il y a des zones bleues, limitées à 1h30 maximum, et pour lesquelles les Bayonnais, chanceux, ont un abonnement de 10 € sur lequel ils peuvent stationner en illimité, ce qui peut donner une priorité aux Biarros pour le stationnement, et c'est ce que nous mettrons en place.
Merci à vous 5. La première partie de ce débat est maintenant terminée. Je vous propose désormais d'accueillir Tidjane Perron, le rédacteur en chef de Média Basque. On a besoin d'un candidat qui fasse du Donald Trump, d'un Milei à la française. J'ai énormément de respect pour Sarah Knafo, dont je partage beaucoup de combats. Sarah Knafo, donc la candidate du parti d'Éric Zemmour à la mairie de Paris. L'union des droites est le seul chemin. Ces propos ont leur place sur votre liste, Maïdera Rostegui. Ils sont ceux d'Emmanuel Brisson et d'Anne Pinatel, qui a soutenu en 2024 le candidat RN Victor Lastequer aux législatives. Toutes les deux sont sur votre liste cette année. Anne Pinatel est déjà votre adjointe. Est-ce que la candidature que vous portez, Maïdera Rostegui, est celle d'une union de la droite et de l'extrême droite ? Alors en aucune façon, et Mme Pinatel n'a jamais soutenu un candidat du RN. Mme Pinatel et les Républicains, tout comme Mme Brisson. Et en aucun cas, je n'approuve cette union de la droite et de l'extrême droite. En tout cas, moi, je fais partie de ces républicains qui pensent qu'on a une voix à porter au niveau national et qui n'est pas la voix de l'extrême droite. Est-ce que vous faites partie toujours de ces républicains qui, historiquement, ont tracé une ligne entre la droite et l'extrême droite, une sorte de cordon sanitaire ? Les propos de ces deux membres de votre liste semblent dépasser cette ligne qui a été pourtant historiquement tracée par votre parti. Alors, il faut toujours remettre les propos dans leur contexte. Donc, hors de leur contexte, ils peuvent effectivement être interprétés d'une façon ou d'une autre. Moi, je m'adresse aux électeurs, je ne m'adresse pas aux partis politiques. Certains électeurs LR, effectivement, ont pu basculer vers un vote RN parce que nous n'avons pas été à la hauteur de leurs attentes, à la hauteur de nos promesses. Donc, plutôt de stigmatiser des propos, plutôt que de stigmatiser un vote d'électeurs, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille, qu'on se remette en question et qu'on se pose la question, qu'est-ce que veulent nos électeurs, les Biarros, les Français ? Pour moi, c'est le véritable sujet. En quoi est-ce que les partis dits républicains, en règle générale, ont failli, que ce soit à droite ou à gauche, pour que les électeurs aillent soit vers l'extrême gauche, soit vers l'extrême droite. Et en tout cas, localement, moi je travaille avec une liste qui rassemble toutes les couleurs politiques de l'arc républicain. Et notre projet s'adresse à tous les Biarros. Et moi, je ne m'adresse pas à une classe politique plutôt qu'à une autre. Il y a dans cette campagne, on l'a dit en début de débat, une liste estampillée Rassemblement National, portée par Michel Fournier. Pour que les choses soient claires pour les électeurs, il n'y aura pas d'alliance entre votre liste et celle de M. Fournier, c'est inimaginable ? Alors, moi j'ai toujours dit, en tout cas aux personnes qui m'ont rejoint, qu'il n'y aurait pas d'alliance, et je trouve dommage d'ailleurs que, puisqu'on évoque ce candidat, il ne soit pas à cette table. Voilà que le Rassemblement National, s'il est candidat, ne participe pas au débat, c'est quand même dommage. Donc je note un candidat qui refuse le débat et un autre qui est privé de débat. Donc je trouve que c'est dommage. Il ne faut pas avoir peur du débat démocratique avec l'ensemble des acteurs qui sont des acteurs engagés pour les électeurs. Et je trouve que voilà, c'est la force que nous avons en France, c'est de pouvoir nous adresser à l'ensemble des candidats. Donc pour celles et ceux qui nous regardent, effectivement, le candidat du Rassemblement National n'a pas été invité au débat de Média Basque. C'est le cas de tous les candidats ou listes qui font partie de candidats estampillés extrême droite par le Conseil d'État, en accord avec nos principes éditoriaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de liste extrême gauche qui se sont déclarées sur le territoire. Et vous n'avez pas vraiment répondu à la question sur une éventuelle alliance au second tour ? Si, je vous ai répondu de façon tout à fait claire que mon engagement avec les gens qui m'avaient rejoint serait qu'il n'y aurait pas d'alliance au deuxième tour avec le Rassemblement National, c'est très clair. Un Donald Trump à la française, ça vous parle peut-être, Richard Tarditz. On rappelle qu'en 2024, en tant que citoyen américain, vous avez voté pour le candidat du parti républicain aux États-Unis. Est-ce qu'il faut comprendre que l'extrême droite vous convient, en tout cas outre-Atlantique ? Alors, outre une étiquette politique sur M. Trump, moi j'ai plutôt voté un homme qui s'engage, qui a une vision et qui a envie de la réaliser. Peut-être en marchant sur les pieds de certains, mais j'oublie rapidement le côté extrême. Vous savez, les États-Unis n'ont pas vraiment une droite et une gauche. Il y a une forte droite et une droite moins forte, parce que les démocrates, sur notre échiquier politique, correspondent plus à un centre droit qu'à un parti de gauche. Mais aujourd'hui, non. Moi, je me suis engagé sur une personne qui avait un projet. Malheureusement, sa concurrente à l'époque, Mme Harris, reprenait les rênes d'une candidature démocratique ou démocrate après 3 ou 4 mois, je crois, et donc n'avait pas vraiment un projet établi. Monsieur Trump, lui, était arrivé, avait déjà fait un mandat, donc on pouvait le juger par rapport à ce qu'il avait fait.
Et c'est ce que j'ai fait. Et il avait des idées qui me plaisaient dans le sens où il voulait faire bouger les choses. Et aujourd'hui, les choses ont tellement de mal à bouger que c'est important, je pense, de le supporter là-dessus. Alors, il faut rappeler qu'en 2024, Donald Trump avait aussi lancé un assaut sur le Capitole, une tentative de coup d'État. Est-ce que ça aussi, c'est un élément que vous aviez pris en compte lors de votre choix en 2024? Pour revenir aussi au Richard Tardis de 2026, puisqu'on est aujourd'hui plusieurs années après, lorsqu'on voit la politique du chef d'État américain sur la police de l'immigration, sur le Venezuela, le Groenland, est-ce que il y a toujours des idées qui vous intéressent dans le Donald Trump d'aujourd'hui? Alors, déjà, M. Trump n'avait pas un casque et un glaive lors de l'attaque du Capitole. Que ses supporters aient décidé d'attaquer le Capitole, bien sûr, personne n'est d'accord avec ça, et on le condamne. Je ne me rappelle pas l'avoir vu à la télé encourager ces gens-là, mais bon, ça, c'est ce que ça peut être interprété de cette manière-là. Aujourd'hui, la politique de ICE n'a pas été mise en place par M. Trump, ça a été mis en place par M. Obama. Rappelons que lors du mandat de M. Obama, 980 000 personnes ont été renvoyées chez eux. C'est largement supérieur aux 300 000 qu'a fait M. Trump. Donc aujourd'hui, ce sont des programmes qui ne sont pas des programmes de M. Trump, ce sont des programmes qui ont été mis en place par le gouvernement américain, toute étiquette politique confondue, et qui aujourd'hui, on en parle d'ailleurs tous les jours aujourd'hui sur nos médias français, comment garder les émigrés légaux en France et comment éviter que ceux qui sont illégaux soient renvoyés chez eux. Alors, on va revenir à Biarritz. Guillaume Baruc, vous avez expliqué être intéressé par une alliance de second tour avec Biarritz-Berry et la liste de Jean-Baptiste Dussault-Laralde. Est-ce que vous nous confirmez déjà cet intérêt? Et puis, si vos programmes sont compatibles au second tour, pourquoi est-ce que tout le monde part de son côté au premier tour? C'est une tradition à Biarritz d'avoir de nombreuses listes, mais pour que les électeurs aient les choses claires au moment d'aller voter. Oui, alors c'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, j'ai rappelé en fait la genèse de cette élection, parce qu'il faut rappeler toujours la précédente, c'est que nous étions ensemble, tous les trois, au second tour, et les Biarros nous avaient attribué la seconde place derrière Maïdara Rostegui. Donc moi aujourd'hui, je suis particulièrement fier de me retrouver avec Jean-Baptiste Dussault, qui était mon second masculin, et Anna Escoura qui était pas loin derrière, parce que je pense que c'est d'excellents candidats et que les Biarros auraient certainement mieux fait de nous attribuer la victoire pour les voir en action. Donc voilà, donc moi je garde cette amitié, cette confiance, parce que je pense que ce sont deux excellents candidats et ils le prouvent déjà dans le débat. Après, politiquement, on verra comment les choses se passent. Voilà, moi j'ai absolument pas tiré de conclusion sur de futures alliances, je fais pas de plan sur la comète, pas du tout. Donc non, moi je reste sur mon créneau qui est la liste citoyenne ouverte. Parce que pour moi, une liste citoyenne ne doit pas s'enfermer à gauche ou à droite. On doit accepter, si on veut gagner la mairie de Biarritz, il faut parler à tous les Biarros. Et c'est ce savant mélange, en fait, qu'avait réussi Didier Borotra pendant plus de 20 ans, et qu'il faudrait retrouver aujourd'hui, justement, pour ne pas dériver vers une droite qui flirte avec l'extrême droite, qui n'est pas l'ADN de Biarritz. Moi, je suis plutôt un libéral, donc plutôt voilà, sur la droite, mais je rêve d'une droite humaniste, sociale, qui n'existe pas aujourd'hui en France. Jean-Baptiste Dussault-Laralde, en 2020, donc, vous étiez sur la liste de Guillaume Baruc dès le premier tour. Est-ce que vous pourriez faire alliance au second tour en mars prochain, ou est-ce que voilà, la rupture est consommée? Alors d'abord, je vais laisser les Biarros choisir. Ils vont voter, ils placeront les candidats dans l'ordre qu'ils le souhaitent, donc ils voteront pour leur candidat. Et ensuite, évidemment, il faut le bien de Biarritz, donc il va falloir discuter avec l'ensemble des listes en présence au second tour. Vous savez bien, moi je ne suis pas encarté politiquement et notre liste n'est pas une liste politique, donc on dépend de personnes. Donc ça sera, si on a des alliances, ce sera des alliances de bon sens, des alliances autour d'un projet, autour d'une équipe, parce que notre objectif à Cap Biarritz, et j'espère nous tous autour de la table, c'est de répondre aux besoins des Biarros, des besoins quotidiens, mais aussi de penser l'avenir et des projets plus structurants. Donc c'est sur cette base-là que nous serons en mesure de discuter avec les autres listes au second tour. Avant de vous lancer, vous confirmez effectivement que vous aviez tendu la main à tenter de faire une alliance centriste, on va dire, et que vous aviez discuté notamment avec M. Baruc, avec M. Blanco. Centriste, non. Une alliance, oui. Parce qu'il faut effectivement partir le plus groupé possible avec les bonnes idées, la bonne équipe, la bonne vision pour la ville. Malheureusement, ça n'a pas permis de faire une alliance ici, et preuve en est, puisque nous sommes sur des listes différentes. Anna Escoura, en 2020, donc on l'a dit, Euskal Herrian Vert et Solidaire avait rejoint une Biarritz Nouvelle Vague au second tour. Est-ce que c'est un scénario qui serait envisageable cette année, même si ça veut dire s'allier avec la liste soutenue par la majorité présidentielle, celle de M. Dussault-Laralde?
Alors, j'entends du coup mes contradicteurs là-dessus et je crois qu'il faut éclaircir un point extrêmement important. La candidature que je porte aujourd'hui, elle est unique. Elle est unique parce que nous sommes la seule liste citoyenne et participative déjà de l'histoire de Biarritz et de ces municipales 2026. Liste citoyenne et participative, c'est pas une appellation comme ça, c'est pas un logo, c'est quelque chose que nous, on vit chez Biarritz-Berry depuis maintenant presque un an. Ça veut dire qu'on a d'abord été un collectif de citoyens, on va dire, qui avoisine les 200 sympathisants et à peu près 50 dans le grand groupe qui participe à la prise de décision. Et on s'est organisé collectivement autour de valeurs qui sont extrêmement claires. Du coup, la démocratie, l'écologie et la justice sociale, pour les résumer. Donc nous sommes aujourd'hui la seule alternative progressiste qui se porte candidate pour les élections de mars prochain. Donc déjà, ça c'est dit. Sur les candidatures, du coup, nous sommes également la seule liste qui avons un groupe qui a désigné son porte-parole, du coup, en la personne que je représente aujourd'hui, donc Agnès Koura. Donc ce n'est pas, moi je ne crois pas du tout à la figure du sauveur providentiel qui va arriver, qui va dire voilà, moi je vais vous sauver, vous les Biarros, je détiens toutes les solutions et je vais les mettre en œuvre dès mon élection. Nous avons co-construit un programme. Co-construit, ça veut dire que ça a duré de longs mois. Nous sommes allés à l'écoute, comme vous tous, j'imagine bien, des associations et des Biarros, mais nous avons aussi organisé des ateliers, notamment le 10 janvier dernier, avec des priorisations de mesures. Sur les alliances, du coup, parce que c'était ça votre question, nous n'avons pas du tout, en tout cas aujourd'hui, abordé ce sujet-là, parce que nous sommes un collectif qui fonctionnant de manière en gouvernance partagée, de manière très horizontale sur la prise de décision et très méthodique. Et nous avons fixé une date qui est le 21 février prochain pour se réunir et pour aborder ces questions-là. Si alliance il y a au second tour, elle se fera autour d'un projet. Aujourd'hui, nous sommes prêts, nous avons beaucoup de compétences et nous y allons pour faire le score le plus haut possible et j'espère que nous serons en tête. Bien. Jean-Baptiste Dussault-Larald, Corinne Martineau, qui était à vos côtés ce mandat, est aussi proche de la candidature de Serge Blanco. Donc on rappelle que Serge Blanco est également candidat cette année, même s'il a refusé de participer à ce débat. Est-ce que vous pourriez le rejoindre, Serge Blanco, ou en tout cas, que pensez-vous de sa candidature ? Aujourd'hui, je pense que sa candidature permet d'éclairer les problématiques à Biarritz, de par sa notoriété. Aujourd'hui, son programme a été diffusé il y a 24 heures à peu près, ou quelque chose comme ça, donc pas eu le temps de regarder dans les détails. Mais comme je vous l'ai dit, de toute manière, des fusions de second tour se feront autour d'un programme, d'une liste de compétences au service des Biarros. Donc aucune porte n'est fermée, donc on pourra discuter en fonction de la position de chacun après le premier tour. Alors, on va passer à notre prochain thème, la survie de la langue basque. C'est un sujet préoccupant, son financement aussi. Alors, même si la politique linguistique n'est pas uniquement entre les mains des communes, les villes comme Biarritz peuvent faire beaucoup. Richard Tarditz, le tirage au sort veut que l'on commence par vous sur ce sujet. Quels sont vos engagements pour faire de la langue basque une langue du quotidien à Biarritz ? Alors, aujourd'hui, la langue basque est instruite dans des Jikastoula et Kajbi, qui sont dans les écoles primaires et maternelles sur la ville de Biarritz. Nous avons un service de la langue basque au sein de la ville de Biarritz qui, à mon avis, n'a pas été exploité au niveau que cela aurait pu l'être. Nous avons eu, c'est vrai, les adjoints, une petite découverte de la langue basque avec des cours qui étaient mis en place et qui ont duré 6 mois. Et malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Il me semble que nous avons un service de la langue basque géré par Viviane, qui est une fille qui a une énergie énorme là-dessus. Il faut mettre en place des cours. Pour la faire découvrir, il faut que les gens l'apprennent. Donc il faut mettre des cours en place, qui soient ouvertes aux adjoints, aux gens, aux employés municipaux, mais aussi aux extérieurs, puisque nous avons un budget pour le faire, avec un niveau, bien sûr, au début débutant, mais un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Il faut qu'il y ait un suivi là-dessus. Malheureusement, faire une petite formation de basque, comme nous avons vu pour les services de l'Office du tourisme de 15 jours, où on vous apprend à dire oui, non, merci, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à développer la langue basque. Une première chose. La deuxième chose, c'est que la ville aujourd'hui est maître des écoles maternelles et des écoles primaires. Il y a des activités périscolaires que nous essayons aujourd'hui de mettre en place et c'est des espaces de temps, souvent de 16h à 19h ou 15h à 18h, où nous pouvons accéder aux jeunes. Et c'est un moment, avec des associations, d'enseigner le basque, d'enseigner le sport, d'enseigner l'instruction civique, l'écologie, toutes ces choses-là, et je pense qu'il faut en profiter.
Maider Arostegui, quel est le budget que la ville de Biarritz alloue à la politique linguistique en faveur de l'Euskara pour avoir un ordre d'idée? Et puis, qu'est-ce qui a été fait pendant 6 ans et que comptez-vous faire si vous êtes encore aux responsabilités? Alors, il y a toujours un service de la langue basque qui fonctionne aujourd'hui avec 2 agents à temps complet et un 3e agent qui est parti pour créer son entreprise et que nous utilisons régulièrement comme consultant, notamment pour les missions que nous avons avec le transfrontalier. Nous avons été à la rescousse pour notamment la crèche bascophone qui est en grande difficulté au ACOA, sur lequel nous avons fait des remises de loyers et des subventions exceptionnelles. Aujourd'hui, c'est l'ICAJ Tola qui ne va pas très bien, qui a besoin de notre aide. Nous avons toujours répondu présent parce que ce sont des structures très importantes. C'est par les enfants que le basque, peut-être par les adultes, mais ça sera un petit peu plus compliqué parce que c'est une langue qui est complexe et qui nécessite du temps. Donc c'est vraiment par les enfants, par cet apprentissage-là. Nous sommes avec l'éducation nationale pleinement mobilisés pour toujours ouvrir et conserver en tout cas les classes bilingues qui peuvent exister dans Biarritz. Et nous avons aussi beaucoup travaillé avec les associations pour remettre en lumière les traditions comme le carnaval qui doit normalement avoir lieu samedi, j'espère si il ne pleut pas. D'autres expositions sur la symbolique, sur nos traditions. Et donc c'est important que la ville soit moteur sur ce volet-là. Nous travaillons aussi avec la communauté d'agglomération qui a gardé la compétence de la langue basque. Il faudrait effectivement des budgets beaucoup plus importants. En tout cas, petit à petit, nous avons traduit le magazine municipal avec un édito en bilan qui n'existait pas et avec un dossier complet qui, en version digitale, est traduit en basque, ce qui n'avait pas été fait avant nous. Donc petit à petit, nous essayons de diffuser plus largement la langue basque, comme ça a été la tradition à Biarritz et comme nous avons continué cette tradition. Alors, petite précision, on enregistre ce débat le jeudi 12 février. Il est possible que quand vous le regardiez, la date que vous évoquez soit passée. Ah oui, pardon. Guillaume Baruc, qu'est-ce qui figure dans votre programme pour développer la langue basque à Biarritz? Alors, c'est une vision globale, parce que pour parler la langue basque, il faut déjà naître ou pouvoir naître au Pays basque. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, le solde de naissance est négatif également au Pays basque. Donc nous allons mettre en place tout un tas de mesures pour la petite enfance, pour favoriser la parentalité et faire en sorte que le Pays basque sorte de ce crash démographique que nous subissons à large échelle, parce que voilà, moi je pense que c'est déjà la base du problème. Ensuite, il faut pouvoir vivre en Pays basque. Et c'est donc tout ce qu'on va mettre en place au niveau du logement. Et là, je rejoins ce que disait Richard Tardit, c'est-à-dire que la problématique du logement, il faut l'avoir à l'échelle du territoire et non plus juste à l'échelle de Biarritz. On ne pourra pas tous vivre avec vue sur mer à Biarritz, mais par contre, on peut vivre tous en Pays basque. Donc on aura des mesures de logement intergénérationnelles, inclusifs, participatifs. Donc il y a plein de solutions sur lesquelles on peut se retrouver qui n'impliquent pas de bétonner. Et ensuite, il faut s'immerger dans la langue basque. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on est à Biarritz dans un environnement où vous avez beau avoir des bases de basque, il n'y a rien qui vous y rappelle. Je prends toujours cet exemple que j'ai un commerçant qui me dit au hall, oui, il faut parler plus basque. Mais ces produits ne sont même pas traduits en basque, personne ne parle en basque, personne quasiment aucun commerçant du centre-ville ne prend les eusko. Enfin, s'il y en a quelques-uns, parce que pour écouler nos eusko, il faut bien les connaître, hein, mais il y en a trop peu. Hein, et donc, première monnaie locale d'Europe, ça, je pense vraiment qu'il faut... Nos agents sont payés en eusko. Il faut encourager ça. Et aujourd'hui, il faut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des jeunes qui vont à l'ICAJ Tola, qui vont à l'ICAJ Bi, mais est-ce qu'ils vont garder une pratique du basque plus tard? C'est pas sûr, parce que souvent, on a beaucoup de citadins qui viennent à Biarritz, qui vont... Alors c'est une bonne initiative pour s'intégrer, qui vont faire la langue basque le temps qu'ils sont là, mais souvent ces personnes repartent après. Hein, moi je le vois, mon cabinet, il y a des cycles de 5 ans, les gens viennent, repartent. Donc il faut voir comment on pérennise l'usage de la langue basque à l'âge adulte. Donc moi je serais plus partisan qu'on parle tous un peu et qu'on y aille progressivement plutôt qu'on ait des objectifs trop ambitieux qu'on n'atteint pas. Jean-Baptiste Dussois-Larald, même question. Faire de l'euskara une langue du quotidien à Biarritz, est-ce que c'est possible et qu'est-ce que la mairie de Biarritz pourrait faire pour encourager cela? Alors, là, de ce que j'entends, je vois aucune mesure concrète. Nous, on a une mesure très concrète, très pragmatique. On va créer une Euskal Etxea à Biarritz qui regroupera les associations de formation, d'apprentissage de la langue, mais aussi autour de la culture, de la danse, du chant, des costumes, des traditions. Parce que si on veut que les Biarros et les Basques qui ne sont pas bascophones apprennent la langue, mais il faut leur donner un endroit qui sera ouvert, pour venir apprendre la langue. Et ceux qui ne sont pas forcément d'ici et qui viennent sur le territoire, il faut leur donner envie de s'approprier ses racines.
la tradition, une culture, un sentiment d'appartenance. Et ça se fera autour d'un lieu. Parce que si on ne démarre pas par un lieu, on pourra demander, comme le dit Guillaume Baruc, aux commerçants d'apprendre quelques mots, de mettre en place des événements, mais on n'y arrivera pas. Alors la mairie doit être moteur sur la promotion de l'Euskara, avec la création de la Maison Basque, mais aussi derrière par la création d'événements, des événements qui seront ponctuels, mais aussi des événements sur le plus long terme qui permettront à chacun de pouvoir pratiquer la langue en dehors de l'école ou des gaou escola, ou en tout cas des endroits où on peut apprendre la langue basque. Alors j'en profite, Jean-Baptiste du Sossois-Laral, puisque vous avez un peu de retard pour vous poser une question sur le financement de l'Euskara. On en a beaucoup parlé lors de ce mandat, l'Office public de la langue basque est en crise, ses finances sont compliquées. Est-ce que si vous êtes élu à la mairie de Biarritz et donc à la communauté d'agglomération Pays Basque, vous vous engagez à augmenter les finances de cet outil qu'est l'Office public de la langue basque? Alors je m'engage surtout et avant tout, et ça ne vaut pas que pour la langue basque et le financement des actions, à aller réduire les dépenses, les charges de personnel au niveau de la ville. Aujourd'hui, sur 6 ans, on est passé de 20 à 30 millions de dépenses. Donc forcément, derrière, on n'a plus d'argent pour faire un projet comme Aguilera et on revend les bijoux de famille. C'est ce qui s'est passé pendant 6 ans. Donc moi, je propose, sur les 55 millions d'euros de charges de fonctionnement de la ville annuelle, de les diminuer de 10% à l'horizon de 3 ans. Ce n'est pas non plus complètement délirant. C'est avoir 5,5 millions d'euros en plus par an pour investir. L'investissement passera évidemment sur des infrastructures, mais aussi pour des sujets qui nous tiennent à cœur, et la promotion de la langue basque. Et cette promotion de la langue basque ne doit pas se faire que à Biarritz, elle doit se faire aussi à l'échelle d'un territoire, au niveau d'Iparralde, au niveau des Goaldé, et de mettre en place aussi des échanges. Parce que si on veut que les jeunes et les moins jeunes aient envie de pratiquer, eh bien, il faut aussi aller s'immerger de l'autre côté, aller voir ce qui se passe en Égoaldé, pour après pratiquer, se rendre compte que peut-être mixer les langues, c'est pas tant un problème que ça. Parler un peu basque, parler un peu français, tout mélanger à la fois. Donc la réponse, c'est oui, puisqu'on va diminuer les charges de fonctionnement pour pouvoir investir, et notamment sur l'Euskara. Anna Escoura, pour terminer ce tour de table sur la langue basque, qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, selon votre liste, à l'échelle de la ville de Biarritz, en matière de politique linguistique? Alors, la politique linguistique sera au cœur de notre action municipale. Nous, chez Biarritz-Berry, on a vraiment la vocation de lancer un grand plan Euskara dès notre élection, en lien avec du coup l'Office public de la langue basque dont vous venez de parler. Et effectivement, ça doit avoir une réalité tangible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on sera élu, on va nommer on va en tout cas concéder une délégation à un élu qui sera lui-même ou elle-même bascophone. Ça, c'est le premier des signaux, je crois, envoyés aux Biarrotes et aux Biarros pour dire oui, nous souhaitons une ville Euskaldoun, nous souhaitons une ville dans laquelle on vit et on travaille et on vit en basque. Et c'est ça que nous allons porter. Aussi, il faut une vraie exemplarité au niveau de la commune. Une vraie exemplarité, ça veut dire qu'il faut des services publics qui soient bilingues. C'est-à-dire quand vous rendez en mairie, nous prenons une mairie qui soit ouverte aux Biarros. Et l'accueil doit se faire dans les services aussi de manière bilingue. Ça veut dire aussi nouer des conventions de partenariat, notamment avec les structures qui accueillent la petite enfance, pour promouvoir l'usage de la langue basque dans ces centres d'accueil-là. Que ce soit évidemment dans ce qui existe déjà, c'est-à-dire les écoles immersives, mais également dans les centres de loisirs, qu'ils soient municipaux, aujourd'hui nous avons aussi Oudalekou, mais qu'ils soient municipaux. Moi je suis maman d'Ikastola, j'ai été maman d'Ikastola de Biarritz pendant plus de 7 ans. Je suis ravie d'entendre Madame la maire qui aujourd'hui, en tout cas émet la volonté d'apporter un soutien financier à ces structures-là, mais je dois le dire, c'est quand même très récent. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, c'est-à-dire tout au long du mandat, nous nous sommes retrouvés en difficulté financière et nous avons dû faire face à ces difficultés financières seuls. Tant mieux si Madame Arostegui a évolué sur ce sujet-là. Nous, en tout cas, nous souhaitons mettre le basque et la culture basque en général au centre de notre politique, et ça passera également par la proposition de la formation des agents à la langue basque. Parce que, en réalité, contrairement à ce que j'ai entendu, notamment, je crois, de M. Baruc, nous avons beaucoup de personnes extérieures qui sont très intéressées par cette acculturation, qui ont ce besoin-là aussi, qui choisissent ce territoire aussi, pas seulement pour consommer, mais parce que c'est une ville basque, et qui font le choix également de mettre leurs enfants à l'Ikastola, puisque je les ai côtoyés, du coup, pendant de nombreuses années. Alors, on va passer à la question de la communauté d'agglomération Pays Basque et surtout de son devenir. Il y a quelques mois, la plateforme Batella a repris son travail pour la faire évoluer vers une collectivité territoriale à statut particulier. Richard Tarditz, vous ne cachez pas votre réticence vis-à-vis de la CAPB telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous pensez de son fonctionnement actuel et que pensez-vous du débat sur son évolution? J'ai été conseiller communautaire sous le mandat de M. Venac.
J'ai démissionné de ce rôle-là pour la bonne et simple raison que mettre 150 communes tous ensemble, vous retrouvez dans un amphithéâtre avec 252, je crois, 232 conseillers communautaires. Vous votez avec un petit truc électrique, oui ou non. Si vous n'êtes pas invité dans une des commissions plénières, votre parole en fait est complètement étouffée et noyée au sein des autres, et donc ça n'a aucun impact. Et aujourd'hui, je ne pense pas que cette CAPB soit utile pour la ville de Biarritz. Une communauté d'agglomération qui réunit des villes qui ont les mêmes problèmes, là, ça me paraît logique. Si par exemple, il y avait cette CAPB à l'époque était agrandie jusqu'à Hendaye, où on pourrait travailler avec Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Guétary, toutes ces villes qui ont les mêmes soucis que nous, le trait de côte, la qualité des eaux, le logement, l'accessibilité, là, il y aurait une certaine logique. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous retrouvons fondus dans 150 communes qui ont chacun leurs problèmes. Et il faut qu'il y ait une espèce de hiérarchie des priorités pour que les financements soient donnés aux uns aux autres, et ça ne permet pas d'avancer. Donc en fait, on veut égaliser par le bas, et ce n'est pas une solution. Biarritz a un rôle aujourd'hui de phare, de joyau du Pays Basque. Nous attirons les touristes qui ensuite vont dans d'autres communes et d'autres régions ou départements endroits du Pays Basque. Il faut qu'on garde ce statut-là. Et malheureusement, la CAPB telle qu'elle est construite aujourd'hui ne nous permet pas d'assumer ce statut. Donc en un mot, je comprends que vous seriez plutôt défavorable à une évolution vers une collectivité à statut particulier. Complètement. Anna Escoura, à l'inverse, vous êtes une des porte-paroles de la plateforme Batella. Alors pourquoi, selon vous, faudrait-il passer à une étape supérieure en matière institutionnelle? Qu'est-ce que vous répondez aux arguments de Richard Tardis, par exemple? Alors, j'ai entendu les arguments de Richard Tardis, ils ne sont pas à mettre à la poubelle, je crois complètement, parce qu'il y a un vrai problème quand même de gouvernance au niveau de l'agglomération Pays Basque aujourd'hui. La création de l'agglomération Pays Basque en 2017 a été un formidable outil pour reconnaître aussi à l'échelle d'un territoire une réelle existence administrative. Je crois aujourd'hui qu'il faut aller plus loin. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer cette institution. Il faut la doter de compétences supplémentaires, notamment sur peut-être le modèle de la grande métropole de Lyon. Nous avons d'ailleurs organisé avec Batella une grande conférence sur ce sujet-là, qui permet du coup d'avoir une action publique beaucoup plus proche des citoyens à l'échelle du Pays Basque. Et je crois que c'est extrêmement intéressant d'étudier ces formes-là d'évolution. Toutefois, je dois dire aussi que ça permettra de remettre un peu plus de démocratie, puisque si on évolue vers une collectivité territoriale à statut particulier, ça permettra aussi d'élire les conseillers communautaires au suffrage universel direct, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Le problème de gouvernance que l'on connaît aujourd'hui, c'est également celui de la cogestion. La cogestion, ça veut dire que les maires négocient entre eux pour obtenir chacun pour leur propre commune des avantages, et donc il y a vraiment une forme de négociation maire par maire. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que dans l'exécutif au niveau de l'agglomération Pays Basque, il y a 4 élus bâillonnais. La ville de Biarritz n'est absolument pas suffisamment représentée en termes de poids, évidemment politique, dans cette agglomération Pays Basque-là. Donc ça, c'est quelque chose que je porte et que je soutiendrai fermement dès notre élection. Guillaume Baruc, vous aviez voté pour le PCI unique. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce qu'est devenu l'agglo aujourd'hui et de ce débat vers une évolution, vers une collectivité comme la métropole de Lyon par exemple? Alors c'est vrai que j'avais voté à l'époque, j'étais un des élus à avoir voté, contrairement à Mme Arostegui par exemple. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, à la tête de l'agglo, on a des élus qui n'y croyaient pas à la base. Donc moi j'y croyais, mais comme un premier pas. Mais ce premier pas, ça fait maintenant 9 ans qu'on l'a fait. Et il est temps de passer à l'étape supérieure, parce qu'aujourd'hui, ça reste effectivement, Richard, comme tu l'as connu, une technostructure où on est noyé dans des discussions plus administratives que politiques. Donc aujourd'hui, moi, je serais partisan qu'on passe au niveau institutionnel supérieur pour aussi réduire le millefeuille territorial, parce qu'aujourd'hui, pour n'importe quel projet, il faut aller demander des financements à l'agglo, au département, à la région. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la cohérence devrait se faire autour des communes et d'une collectivité territoriale Pays Basque. Ça, je le dis clairement. Et il y a un gros souci de gouvernance, c'est-à-dire que soit on veut un Pays Basque uni, soit on repart sur des agglos côtières. J'entends ce que tu dis, Richard, mais la philosophie du Pays Basque, c'est la côte qui travaille avec l'intérieur. Et donc, si on veut poursuivre dans ce projet-là, il faut une gouvernance alternée. J'ai utilisé un mot fort en disant qu'on était dans une sorte de principauté de Bayonne, parce que c'est le maire de Bayonne, même si
on doit rendre à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire que c'est grâce à Etchegaray que cet aglo s'est constitué et s'est maintenu, parce qu'il faut un génie politique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire en sorte que le maire de Bayonne, ad vitam aeternam, soit le président de l'aglo. Donc moi je propose une gouvernance alternée, qu'un élu de la côte pendant 3 ans gouverne, et qu'un élu de l'intérieur pendant 3 ans, et ça permettrait d'avoir des politiques plus équilibrées. Alors, on rappelle que le nombre d'élus par commune est fixé en fonction de la population. Cette année, en 2026, d'ailleurs, la ville de Biarritz perd un conseiller communautaire et la ville de Bidart en gagne un. Guillaume Baruc, sur ce que vient de dire Anna Escoura sur la représentativité de la ville de Biarritz au sein de cette communauté d'agglomération, est-ce que vous partagez le constat ? Oui, alors moi ce que je regrette, et je l'ai dit à Madame le maire, on a obtenu cette fois, pour la première fois de l'histoire de l'agglo et même de l'AGBA, la présidence de l'assainissement. Et moi j'aurais aimé entendre une voix plus forte pour l'assainissement, pour Biarritz et pour le Pays Basque. C'est-à-dire que ce n'est pas tout d'avoir une délégation. Il faut aussi porter ce sujet au niveau loco-régional et même national. Parce qu'on a des thématiques autour de la qualité des eaux de baignade qui font régulièrement la une, et au lieu que le politique parle, en général, on dit à un agent de parler à la place de l'élu. Voilà. Donc moi, c'est plus un portage politique que je réclame pour la ville de Biarritz. Alors justement, Maïder Arostegui, vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération. Même question, est-ce que vous êtes favorable à une collectivité territoriale à statut particulier ? Et puis, quelles sont vos réactions face au débat qu'on a en ce moment ? Alors d'abord, il faut savoir qu'en tant que vice-présidente à l'assainissement, jamais en un seul mandat, Biarritz n'aura eu de financement pour des travaux consacrés à l'assainissement. Ensuite, que j'ai toujours porté la voix, ce ne sont pas les agents qui l'ont porté, je l'ai porté fièrement. Nous avons à l'heure actuelle une très belle infrastructure qui va sortir sur Saint-Jean-de-Luz, de 45 millions d'euros sur l'assainissement, donc je ne peux pas vous laisser dire des choses de cette nature-là. Moi, j'étais contre effectivement cette collectivité Pays Basque, parce que je trouvais que 158 communes, c'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, je le vis, je joue un jeu collectif auprès de l'ensemble de mes collègues, donc j'ai vraiment l'impression de défendre l'ensemble du Pays Basque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas assez fort sur les compétences cœur, on n'est pas assez fort sur la gestion des déchets, on n'est pas assez fort sur le transport, on n'est pas assez fort sur le logement, on n'est pas assez fort sur l'économie. Quand je vois comment le Pays Basque Sud développe son économie avec des moyens largement supérieurs, je pense que sur ces compétences-là, aujourd'hui, la communauté d'agglomération peut et doit faire mieux. Donc ça veut dire peut-être ne pas saupoudrer comme on le fait. Bien sûr, tout est important. Toutes les compétences sont importantes. C'est compliqué de faire un choix. Mais véritablement, le travail de l'agglomération est de satisfaire le quotidien des habitants de l'ensemble des communes. Pour moi, la première des choses, c'est de régler ça. La question démocratique, c'est vrai que le samedi matin, lors de ces très très longs conseils communautaires, on voit que certains de nos collègues de l'intérieur sont un petit peu dépités, se sentent mis de côté, et c'est vrai que le système ne leur permet pas d'être aussi impliqués que lorsqu'il y avait des sous-agglos. Donc le président nous a fait travailler sur un nouveau modèle de gouvernance auquel je n'ai pas participé, et je n'ai pas participé au vote non plus lors du dernier conseil communautaire, parce que j'estime que ce n'est pas à nous sortants à travailler sur le modèle qui va être en place à la prochaine fois. Je pense que justement, il faudra travailler avec l'ensemble des collègues qui seront élus et voir quelle vision est-ce qu'on partage, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous divise, comment en effet faire que l'ensemble des acteurs se sentent plus impliqués et ce travail, ce sont aux suivants à le faire et non pas à ceux qui vont sortir. Et alors justement, en un mot, est-ce que vous seriez favorable, si vous êtes réélu, à cette collectivité à statut particulier qui est en discussion dans la plateforme Batella avec l'exemple de cette collectivité de Lyon, en un mot? Je n'y suis pas opposée, mais à l'heure actuelle, la France est dans une période de transition qui risque d'être extrêmement bousculante. Et je pense qu'il faut laisser passer 2027, voir comment l'ensemble du millefeuille territorial va être organisé, parce qu'on n'a pas résolu cette question-là. L'ensemble des collectivités aujourd'hui sont exsangues, et donc travailler sur une forme particulière, pour moi, c'est un petit peu précipité. Mais ça ne veut pas dire que j'y suis complètement opposée. Alors, on passe à vous, Jean-Baptiste Dussault-Laralde, votre position sur l'agglo telle qu'on la connaît aujourd'hui, et puis ce débat sur une évolution. Vous savez, moi, je suis ingénieur. Donc, avant de remplacer un système, je vois comment on fait pour le réparer ou l'améliorer. On est avec une agglomération qui est relativement jeune, 9 ans. Alors avant de tout détruire et de recommencer sur un nouveau système, il faut s'interroger sur ce qu'on peut améliorer. Et donc avant de réfléchir, en tout cas de passer à l'acte d'un nouveau statut, il faut voir comment on peut améliorer. Et d'ailleurs, il y a un nouveau pacte de gouvernance qui a été proposé à l'agglomération qui pourra, je l'espère, permettre d'assouplir certaines règles ou en tout cas de pouvoir travailler le collectif tous ensemble au niveau des 158 communes. Après, de savoir si effectivement on doit passer vers une collectivité à statut particulier, là la réflexion, moi je dis oui, il faut discuter, il faut penser l'avenir.
C'est pas parce qu'aujourd'hui on a un système qui ne marche pas, ou même si on arrive à le faire marcher, qu'il ne faut pas réfléchir à l'avenir. Donc oui, il faut réfléchir à cet avenir, mais il ne faut pas non plus que ce soit un empilement d'une collectivité qui reprendrait des compétences du département dans la région et qui ne ferait que rajouter finalement de l'incompréhension pour le service public aux habitants. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce service, cette agglomération avec ses services est au service d'un territoire et en premier lieu, qu'est-ce qui fait un territoire? Ce sont ses habitants. Et donc si on arrive à répondre à leurs besoins, effectivement, on pourra voir quel est le statut le plus adapté. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser le temps à ce nouveau pacte de gouvernance de porter ses fruits. Je suis assez déçu, Madame Arostegui, que vous n'ayez pas participé à ce nouveau pacte de gouvernance pour pouvoir améliorer le fonctionnement de l'agglomération, qui est très jeune, pour après, effectivement, regarder l'avenir et l'envisager sereinement. Sur cette gouvernance et sur la place qu'a la ville de Biarritz dans l'exécutif et dans l'agglomération, est-ce que c'est quelque chose quelque chose que vous partagez, en tout cas un débat que vous partagez, et quelle est votre position? Quelle place devrait avoir la ville de Biarritz dans cette communauté d'agglomération? Alors, la ville de Biarritz, pendant 6 ans, a été inexistante des débats au sein de l'agglomération Pays Basque. Alors, effectivement, il faut jouer le jeu collectif. Quand on parle sur le sujet de l'assainissement, qui était le vôtre, on parle de la rénovation des stations d'épuration. Moi, je suis quand même déçu qu'en 6 ans, on a eu la rénovation de la station d'épuration au Pont de l'Aveugle à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz en cours, à Bidart et à Biarritz, rien. Alors certes, il faut y aller par étapes, mais je ne vois aucun plan qui nous dit, bon, on a un plan de financement et dans 2-3 ans, il y a le financement qui sera débloqué. Donc finalement, je pense que Biarritz se laisse complètement aujourd'hui embarquer et délaissé, alors que, mais comme le disait Richard, nous sommes un phare économique par rapport au tourisme, un phare économique, aussi la préservation de l'environnement, parce que quand on vient à Biarritz, eh bien effectivement, on veut profiter de la qualité des eaux de baignade, on veut se baigner, on veut profiter de l'environnement, et derrière, on veut aussi profiter de l'ensemble des hyperaldés et égoaldés, et donc c'est peut-être le point d'entrée d'une activité économique, et il faut qu'on défende les intérêts de Biarritz. Mileshker, Tidjane, et merci à vous 5. Avant de clore ce débat, j'aimerais vous demander à chacun votre projet phare pour Biarritz. S'il n'y en avait qu'un à mettre en avant, il s'agirait duquel? Ou alors, vous pouvez aussi prendre un moment pour répondre à une attaque éventuelle de l'un ou l'autre. C'est vous qui choisissez. C'est tiré au sort. C'est Monsieur Guillaume Baruc qui commence. Voilà. Alors, donc, moi, en fait, je pense qu'on va traverser une période difficile, effectivement, mais il faut continuer à faire rêver les Biarros. Donc nous, on propose un projet autour de la ville d'eau, c'est-à-dire qu'on va remettre des fontaines sur les places, on va recréer des bains, on va remettre des fontaines publiques, on va donc créer un bassin sportif à Aguilera et on va réfléchir à comment faire renaître les thermes salins. Donc je pense que pour porter ce genre de projet, il faudra avoir une gestion rigoureuse, c'est notre objectif, et il faudra également avoir des élus expérimentés. Et je vais beaucoup mettre ça en avant dans la campagne, c'est-à-dire que moi j'ai la chance d'être à la mairie depuis 12 ans, avoir passé 6 ans dans un exécutif. Face à ce qui nous attend à Biarritz, on aura besoin non seulement d'élus expérimentés, mais d'élus de terrain qu'on voit sur Biarritz, qui vivent leur mandat et qui le pratiquent à temps plein. Richard Tarditz, vous êtes le deuxième. Alors, des projets, il y en a plein, bien sûr. Moi, il y en a un que j'aimerais développer. Ce n'est pas un gros projet, mais c'est un projet qui permettra de mettre en valeur tous les éleveurs et agriculteurs locaux. Aujourd'hui, on parle du cycle court, de pouvoir utiliser un peu les produits que nous créons dans notre région, le PCI du Pays Basque. Et j'ai vu à Londres une super idée où, en fait, tous les samedis, dans une école, puisque les écoles sont vides, ils donnent l'accès à cette école à tous les producteurs. Il faut être producteur ou éleveur. Ce n'est pas un middleman qui va venir là pour vendre des produits. Et donc, ils peuvent venir, ils installent un genre de petit marché. Et donc, l'accessibilité à l'école permet donc d'utiliser les toilettes, d'utiliser le site, et ça permet à tous les producteurs, ça permettrait à tous les producteurs et éleveurs locaux, ça ira jusqu'à la Soule, même des Goaldés qui peuvent venir proposer leurs propres produits, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ils ont très peu de visibilité aux halles de Biarritz qui sont vraiment saturées, ou même aux halles de Bayonne ou d'Anglet, et donc on ferait ça. Moi, j'ai ciblé l'école du Reptou, parce que c'est une école qui permet de se garer, qui a une très grande cour, et on permettrait tous les samedis, eh bien, ce serait le marché des éleveurs, marché des producteurs, et les gens pourraient venir acheter du produit qui viendrait directement de la ferme. Jean-Baptiste Dussault-Larald, à vous, votre projet phare? Alors, je pense que ce que veulent les Biarros, en les écoutant, c'est une mairie qui soit lisible, pleine de bon sens et pragmatique. Parce que les Biarros sont pleins de bon sens aujourd'hui, dans leurs déplacements au quotidien. Ils veulent pouvoir se garer, se déplacer en vélo, accéder au centre-ville, se loger, accéder à la culture,
avoir de l'eau de bonne qualité, pouvoir pratiquer des activités sportives. Et donc ce sont des propositions très pragmatiques que nous allons amener pour pouvoir évidemment accompagner les Biarros, puisque Biarritz ne doit pas être qu'une ville carte postale, une ville de passage. On doit pouvoir y naître, y vivre, y vieillir sereinement. Et pour ça, ça nécessite de préserver certaines infrastructures, notamment sportives, d'assainissement, et avec des solutions concrètes, pragmatiques avec l'existant, notamment sur le logement. Maïdara Rostegui, c'est à vous. Moi, je souhaite garder cette ville d'équilibre dans lequel, pour la deuxième année consécutive, cette ville a été reconnue au niveau français comme la ville où il fait le meilleur vivre en France. C'est une ville dans laquelle la sécurité, le sentiment de sécurité est très important, et ça, c'est ce que nous demandent les Biarros. Et c'est une ville qui a su maintenir un équilibre dans une société fracturée en post-Covid, avec une offre culturelle et une offre sportive et une offre associative, donc un soutien à ces trois secteurs très très important. Et donc aujourd'hui, Biarritz a cette attractivité parce que c'est une ville ouverte, une ville accueillante, qui n'a pas peur de ses nouveaux habitants, qui sont des sources d'énergie et des sources de créativité. Et un projet phare pour moi, c'est le projet du plateau sportif d'Aguilera. Nous sommes passés à la deuxième phase, dans laquelle il faut développer du tourisme sportif, et que cette plaine qui a été achetée en 1906 par le maire Pierre Forsens pour faire du sport pour les Biarros continue à devenir en 2026 une plaine sportive maintenue par Maïdara Rostegui pour faire du sport pour les Biarros. Anaïs Koura, pour finir. Alors, chez Biarritz-Berry, on porte beaucoup de mesures et de projets assez emblématiques, mais si je devais vraiment en choisir un aujourd'hui pour terminer, c'est vraiment celui du renouvellement démocratique. Je crois que c'est vraiment notre ADN chez Biarritz-Berry. Ce que l'on souhaite faire, c'est mettre en place un projet de rupture au niveau de la manière de fonctionner. Parce qu'il y a ce qu'on va faire, mais il y a surtout comment nous allons le faire. Donc dès notre élection, ce que nous souhaitons faire déjà sur 2 sujets essentiels, que sont Aguilera et l'Hôtel du Palais, c'est une concertation citoyenne où on va demander une feuille de route aux Biarros et les faire voter sur ces sujets-là. Deuxièmement, sur ce qui existe aujourd'hui, les anciens conseils de quartier, donc conseils citoyens de la vie locale, ce que nous souhaitons en faire, c'est de véritables biltzars de quartier. Donc des biltzars, ce sont des assemblées, et l'innovation, c'est que nous allons tirer au sort des citoyens dans les quartiers pour avoir une véritable représentativité dans les quartiers, et nous allons allouer un budget dédié à ces quartiers-là et à ces biltzars pour que les Biarros puissent décider de l'aménagement, de la voirie, du mobilier urbain qui sera installé, parce que qui connaît mieux son quartier qu'un Biarros qui y vit. Donc vraiment, là-dessus, je veux le dire, nous portons un projet de co-construction, mais pas simplement affiché. Ça sera dans notre manière de fonctionner. Notre mairie sera une mairie ouverte, avec une permanence, avec ou sans rendez-vous, avec le maire ou l'un de ses adjoints 1 fois par semaine. Et c'est ce projet-là, extrêmement précis et pragmatique et méthodique, que nous mettrons en place dès l'élection. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous 5 d'avoir participé à ce débat, et merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci, Mileshker.